Berger. Bonjour. Nous allons parler de la réforme du bac, nous allons parler aussi d'immigration, mais quand même un mot sur ce qu'on peut appeler l'affaire, le dossier Darmanin. Choisissez les mots que vous voulez. Le ministre des Comptes publics est visé par une deuxième plainte déposée par une femme qui affirme qu'il lui aurait demandé des faveurs sexuelles en échange d'un logement. À l'époque, il était maire de Tourcoing. Est-ce que vous lui accordez votre confiance, a priori? Écoutez, moi, je suis ni procureur, ni commentatrice judiciaire. Et Vous êtes porte-parole du groupe La République En Marche. Exactement, et je m'en tiens à une ligne qui est très claire et qui a été dictée par le Premier ministre, qui est de dire que seule la mise en examen peut entraîner la démission d'un ministre, parce que si on considère qu'une plainte suffit à faire démissionner un ministre, alors on passe d'un régime de présomption d'innocence à un régime de présomption de culpabilité. Et pourtant, vous l'avez déjà fait, et pourtant, il y a eu des enquêtes préliminaires qui ont donné lieu à des départs de membres du gouvernement, je pense à M. Ferrand, à M. Bayrou, qui ont quitté le gouvernement avant même la mise en examen. Ça veut dire que c'est parce que ce sont des dossiers qui concernent des dossiers de harcèlement que ce serait moins grave? C'est ça qu'on pourrait comprendre. Il n'y a aucune hiérarchie, il n'y a jamais eu. Il y a une volonté en plus extraordinairement claire du président de la République et du Premier ministre sur les questions des violences faites aux femmes. Il y a un plan quinquennal sur la lutte contre les violences faites aux femmes. On va avancer sur les délits, par exemple, d'outrage sexiste. On va avancer sur le fait qu'il n'y ait plus cette prescription qui peut limiter la parole des femmes et leur prise en compte. Mais si on veut avancer avec sérénité, avec justesse sur la question des droits des femmes, alors moi, je ne me transforme pas en procureur. Comment vous expliquez alors ce deux poids, deux mesures sur des affaires qui concernent des emplois fictifs et sur des affaires qui concernent des plaintes pour harcèlement sexuel? Comment est-ce que vous l'expliquez? Encore une fois, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Il y a une règle très claire qui a été dictée cet été par le Premier ministre, qui est de dire que c'est la mise en examen qui prévaut. Et uniquement la mise en examen. Alors pourquoi les autres ministres étaient partis? C'est là que je n'arrive pas à comprendre. Vous comprenez? François Bayrou a fait un choix. Il s'en est expliqué d'ailleurs très régulièrement. Il est au cœur de la majorité présidentielle en étant le président du MoDem. Et il a dit qu'à l'époque, en étant garde des Sceaux, ça pouvait gêner l'action du gouvernement. Et il a fait ce choix en responsabilité. Gêner l'action du gouvernement, on y est justement. Est-ce que Gérald Darmanin gêne l'action du gouvernement? On a remarqué ce matin, les uns et les autres, que le mot confiance avait disparu du communiqué du Premier ministre. Qu'est-ce que ça raconte? Écoutez, encore une fois, moi je vous le redis, je ne suis pas procureure, je ne suis pas commentatrice judiciaire. Non mais je ne peux pas dire autre chose, je suis législateur. Je ne suis pas là pour dire à la justice comment elle doit instruire ou ne pas instruire un dossier. C'est pas du tout ce que je vous demande, c'est est-ce qu'en tant que porte-parole du groupe La République En Marche, est-ce que vous êtes gênée pour le moins par ces dossiers-là? Est-ce qu'on a le droit de dire ça quand on est une jeune femme en politique, on est porte-parole du groupe La République En Marche? Est-ce qu'on a le droit de dire c'est compliqué? C'est compliqué de gérer des affaires comme celle-ci, qu'on parle de l'affaire Hulot ou de l'affaire Darmanin? Ou est-ce que vous dites non, c'est un dossier comme un autre? Moi, je dis c'est compliqué d'avoir à expliquer, en fait, que des affaires n'en sont pas, dans le cas de Nicolas Hulot, et qu'on passe du temps d'antenne à commenter des affaires qui n'existent pas. Celle-ci n'en est pas une non plus. Et on passe du temps d'antenne, là, à commenter quoi? À commenter une rumeur, à commenter une plainte que je ne connais pas, à commenter une affaire qui n'en est peut-être pas une, je ne sais pas. Et encore une fois, je ne suis pas commentatrice judiciaire. Ce que vous savez, c'est ce que ça crée comme ambiance au sein des députés de La République En Marche. C'est même pour ça que vous êtes là ce matin. Vous êtes porte-parole de ce groupe. Est-ce que ça crée un émoi? Est-ce que ça crée des tensions? Est-ce que ça crée une gêne? Ou est-ce que je vous posais la question, ou est-ce que c'est un non-événement? Mais de fait, ça ne peut pas être un non-événement puisque vous m'interrogez dessus et puisque nous sommes interrogés dessus. Par contre, ce qui est une certitude, c'est qu'il y a une détermination de la majorité à travailler sereinement, à réformer le pays. On a annoncé des réformes clés hier. Je pense qu'on va y revenir sur la réforme du bac. Je pense que c'est ça qui est important, c'est comment on réforme. Mais si, c'est ça qui compte pour les Français. La parole des femmes, c'est important, je vous assure. Mais attendez, je suis la première à l'avoir défendue. Je suis la première à avoir participé à la question de la libération de la parole. Mais moi, je n'ai pas envie que les femmes soient représentées par celles qui considèrent, par exemple, comme Caroline Dehaze, que en gros, 2 à 3 hommes seraient des agresseurs potentiels. C'est pas comme ça qu'on représente dignement la parole des femmes. Une dernière question sur le sujet. Est-ce que vous lui renouvelez ce matin, sur ce plateau, votre confiance? Mais moi, je ne m'exprime pas sur des affaires... Donc vous ne voulez pas lui renouveler votre confiance? C'est juste ce que je voulais savoir. Encore une fois, je ne suis pas commentatrice judiciaire. Il faut inviter d'autres personnes. Si c'est ça le sujet, si c'est pour commenter une affaire ou qui n'est peut-être pas une affaire, la vérité, c'est que ni vous ni moi, on ne sait. Par contre, il faut que ce soit la justice qui travaille. Allez, on avance sur le bac. Le ministre de l'Éducation, qui sera l'invité de France 2 ce soir pour l'émission politique, a présenté une réforme. Alors, on supprime les filières, on rajoute du contrôle continu, on rajoute un oral, des dominantes. Vous entendez cette critique qui consiste à dire
ça va inscrire une forme d'inégalité, inégalité géographique, sur la question de l'oral, par exemple, de l'oralité, qui n'est pas forcément maîtrisée par tous les enfants de la même manière en fonction de leur milieu social. Cette critique-là... Des jeunes bacheliers le réussissent, donc 90% de taux de réussite, et pour autant 60% d'échecs en première année de licence, et un jeune sur 4 ensuite qui est au chômage. C'est ça l'inégalité. Se dire qu'on va réintroduire des choix, que les élèves vont pouvoir faire des choix sans s'enfermer dans une filière où après ils ne pourront plus en sortir, qu'ils vont pouvoir choisir des dominantes, qu'ils vont pouvoir choisir des spécialités, qu'on va avoir des nouvelles matières qui vont exister demain, notamment sur la question du numérique ou sur les questions scientifiques. Ça, je pense que c'est plus de choix, plus de liberté de choix et plus d'égalité entre un contrôle continu et puis des épreuves finales. C'est quoi la recette Blanquer ? Je pense que c'est déjà la compétence, de manière évidente. Personne ne peut lui contester sa compétence, sa légitimité, du pragmatisme. Là où il y a eu beaucoup d'idéologie à l'école et où elle a été souvent instrumentalisée politiquement. Et puis le fait qu'il respecte les engagements très clairs qui avaient été pris, dédoublement des classes dans les zones les plus fragilisées, en CP par exemple, le devoir fait au collège, et puis un certain nombre de coordinations aussi avec d'autres ministères. Je pense à la question du sport, je pense à la question de la culture, qui sont au cœur aussi du projet. Un mot sur le texte immigration. On le sait, on l'a lu, que c'était un texte qui divisait la majorité. Il sera présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres. Est-ce que c'est silence dans les rangs désormais? Est-ce que les états d'âme sont mis de côté sur ce texte-là? Est-ce qu'il a été équilibré? Moi, je pense que c'est un texte équilibré. C'est un texte qui a un point d'équilibre qui dit on doit continuer à accueillir bien et surtout, on doit mieux accueillir celles et ceux qui en ont le plus besoin, qui sont en situation vulnérable, qui sont les réfugiés, et on doit être ferme sur les questions de migration économique. Après, on a un débat qui vit au sein du groupe. Il vit encore ce débat? Au tout début du quinquennat, on nous disait vous débattez pas assez. Ensuite, on a dit vous débattriez peut-être un peu trop. On débat tout simplement. Conseil des ministres le 21 février, vous l'avez dit. Sur le débat interne. Et puis ensuite, justement, à partir du moment où le texte arrivera au Parlement, eh bien, on pourra continuer à débattre sur la base d'un texte. Mais on sait qu'on doit avoir un point d'équilibre sur les questions d'immigration et qu'on est très attendu sur ce sujet. Oh, Berger, quand vous allez sur le terrain, qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce que vous faites parfois remonter les bretelles sur la question du pouvoir d'achat? On se fait toujours un peu remonter les bretelles, mais je pense qu'on nous reconnaît la détermination qui est la nôtre et le fait de respecter les engagements qu'on a pris. Merci beaucoup, Aurore Berger. C'est à vous, Laurent. Merci, Caroline. Moi, j'aime bien écouter les 4 vérités en prenant mon petit café, comme ça.